Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Marie Grand et je suis professeure de philosophie. Et je suis à peu près certaine que vous vous souvenez d'un cours de philosophie, c'est celui de l'allégorie de la caverne. Rappelez-vous, des hommes sont, depuis leur naissance, enchaînés au fond d'une caverne dans laquelle ils ne voient que des ombres projetées sur des parois par de mystérieux personnages qui se trouvent derrière eux et qui semblent les manipuler. Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, votre prof a peut-être fait le rapprochement avec Matrix pour rendre la leçon moins aride. Socrate, c'est cette sorte de néo qui vous sort de la caverne. Mais moi, je me suis toujours demandé, déjà élève, mais en fait, c'est quoi cette caverne? Je veux dire, de quelle caverne nous faut-il sortir aujourd'hui, en 2021 par exemple? Mes professeurs ont toujours trouvé des réponses. Et mes élèves, aujourd'hui, eux-mêmes ne sont pas avares de réponses. Ah, madame, le gars devant sa paroisse, c'est le gars devant sa télé. Et ceux qui le manipulent, ce sont les médias, c'est le système, comme mes élèves aiment à dire. Certains, plus perspicaces, pourraient faire remarquer que cette paroi représente tous nos écrans et que ces chaînes, ce sont les algorithmes des GAFAM qui captent, qui orientent notre attention. Vous voyez, la leçon de Socrate est puissante. Elle traverse facilement le temps et c'est pour ça qu'elle s'est inscrite dans notre imaginaire collectif. Mais j'ai remarqué qu'arrivée à ce point-là du cours, elle peut totalement dérailler. Il suffit d'un seul élève qui vous fait remarquer que lui, ce qu'il voit dans cette caverne, ce sont des gens confinés, des gens qui ne sortent plus de chez eux après 19 heures, des gens qui attendent devant leur paroi, devant leur écran, les comptes rendus du dernier conseil de défense. C'est vrai, madame, là, on n'est pas un peu dans une caverne? Socrate a raison. Bas les masques. Et si la discussion se poursuit, vous reconnaissez cette petite musique qui prétend vous dévoiler le poteau rose, la lumière, la vérité alternative au-delà de la caverne, c'est le grand reset de l'économie mondiale que les acteurs du digital préparent en secret. Alors c'est vrai qu'arrivé là, en tant que professeur, vous êtes gêné. Vous êtes gêné parce que votre élève exerce son esprit critique. Il interroge. Il interroge les silences du discours scientifique. Il interroge les contradictions de la parole publique. Et vous ne pouvez pas, vous ne devez même pas le lui reprocher. Mais il est vrai qu'il le fait, à tort et à travers, et finit par s'enterrer dans une nouvelle caverne. Eh bien moi, c'est cette nouvelle caverne qui m'intéresse, parce que je crois que c'est la caverne de 2021. La première caverne, celle dont nous parlait Socrate, nous la connaissons par cœur. Nous savons que la réalité n'est qu'un masque et que derrière les masques, il y a d'autres masques. D'une certaine manière, pour nous, aucune évidence est totalement évidente. Nous pensons même qu'un extrémiste qui envahit le Capitole est peut-être un antifasciste déguisé. D'une certaine manière, nous, enfants des Lumières, nous n'avons plus de caverne. Nous avons compris la leçon de Socrate. Peut-être que Socrate s'adressait à des gens plus naïfs que nous. Mais justement, sommes-nous d'authentiques disciples? Parce que toute la difficulté, c'est que le doute, rouage essentiel de l'intelligence collective, peut être contrefait, peut être imité. Toute la difficulté, c'est que l'esprit critique peut devenir esprit de contradiction, que le doute méthodique peut devenir soupçon facile, que l'enquête exigeante et minutieuse de l'historien, du scientifique, du philosophe peut devenir pure paranoïa. Toute la difficulté, c'est que la méfiance peut devenir une nouvelle caverne. Et le grand Socrate le savait déjà. D'ailleurs, dans une très belle scène racontée par Platon, alors qu'il est dans sa prison, qu'il va boire la ciguë et mourir, qu'il est entouré de ses disciples, il leur donne un dernier conseil. Il leur dit « Je ne voudrais pas
comme l'abeille, laisser mon aiguillon en vous. Je ne voudrais pas, comme l'abeille, laisser mon aiguillon en vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Socrate est souvent comparé à un insecte gênant, une mouche, un taon. Ici, une abeille. Et l'aiguillon dont il parle, c'est justement l'aiguillon du doute. Et Socrate nous dit, cet aiguillon peut finir par blesser, par endormir, par anesthésier la pensée. Donc en substance, Socrate nous dit, méfiez-vous de votre méfiance. Ne soyez pas dupe de votre désir de ne pas être dupe. Votre doute et votre méfiance ont aussi leur part d'ombre, ont aussi leur faux semblant. D'ailleurs, si on descend dans cette caverne de la méfiance, je crois qu'on peut distinguer 3 ombres. Je crois que dans cette caverne de la méfiance, il n'y a pas toujours un authentique désir de connaître. Il y a parfois seulement l'ombre du désir de connaître. On pourrait penser que le doute est toujours animé par la curiosité, par l'envie d'en savoir plus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Remarquez le petit plaisir, le plaisir malin qui anime celui qui soupçonne, celui qui voit, celui qui sait, enfin du moins qui croit voir et qui croit savoir ce que les autres ne voient pas. C'est jouissif, c'est grisant de régner ainsi au-dessus des ombres des autres. Eh bien, je pense qu'à la racine de la méfiance, il y a non seulement un appétit de savoir, mais il y a aussi un appétit de pouvoir. Et parfois, nous instrumentalisons le doute, la méfiance, pour asseoir ce pouvoir, pour conforter nos positions et nos intérêts. C'est ce qu'a montré le grand historien Robert Neil Proctor dans ses recherches sur l'industrie du tabac. Les grands cigarettiers ont été confrontés à une difficulté lorsque la recherche médicale a montré le lien avéré entre le tabac et le cancer des poumons. Aussi ont-ils cherché une manière de riposter. Et qu'ont-ils fait ? Eh bien, précisément, ils ont entretenu le doute sur les nouvelles découvertes. Ils ont suggéré d'aller plus loin dans la controverse, de mener l'enquête encore plus loin, afin de noyer les causalités réelles dans des causalités alternatives, afin de faire oublier ce qui avait été découvert et formellement avéré. C'est donc que on peut produire artificiellement un épais nuage de doute qui alimente non pas la connaissance, mais qui fabrique de l'ignorance. Deuxièmement, dans cette caverne de la méfiance, je vois une deuxième ombre. Je vois l'ombre du désir d'interroger. Ce que je veux dire, c'est que derrière nos questions, il y a parfois déjà des réponses. Et notre désir d'interroger n'est pas authentique. Prenons un exemple, l'exemple de la jalousie. La jalousie est une pathologie de la méfiance. Le jaloux croit qu'on le trompe. Prenons un exemple célèbre, l'exemple d'Othello, le personnage de Shakespeare, qui craint que sa femme, Desdémone, lui soit infidèle. Il va finir par la tuer alors même que cela est faux. Ce qui est intéressant dans l'exemple d'Othello, c'est que son doute, son soupçon, est parfaitement circulaire. C'est parce qu'il est jaloux, c'est à la lumière de sa jalousie qu'il éclaire le comportement de Desdémone et transforme le moindre signe en preuve, en indice de ce qu'il craint. S'il n'était pas jaloux, il ne serait pas sensible à ces signes, ou il ne les ferait pas parler dans le sens de sa jalousie. Le malheur d'Othello, c'est de tout soupçonner, sauf son propre soupçon. Eh bien, il en va parfois de même pour nous. Derrière nos incertitudes apparentes, il y a des certitudes déjà bien établies. Enfin, dans cette caverne de la méfiance, je vois une dernière ombre. Je ne vois que l'ombre de Socrate. Vous le savez, la citation est célèbre. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Or, nous, bien souvent, nous savons. Nous possédons des réponses étonnamment claires pour comprendre notre monde complexe.
Je suis très surprise par la trajectoire que prennent bon nombre de nos enquêtes. Prenons l'exemple d'un documentaire comme Hold Up. Que fait ce documentaire? Pendant près de 2 heures, il instille un doute légitime dans l'esprit du téléspectateur. Mais dans sa conclusion, il substitue à cette incertitude première un contre-récit étonnamment cohérent, tellement cohérent que, pour ma part, je ne le trouve plus crédible. Tout se passe comme si notre conviction que le monde est totalement incertain se transformait en certitude qu'il est totalement lisible. Et c'est en cela que nous sommes de mauvais Socrates. Socrate avait le courage d'aller jusqu'au bout de son interrogation. Il avait le courage de séjourner dans l'incertitude quand il n'y a pas de réponse. Et pourquoi c'est si difficile? C'est si difficile parce que le non-sens est l'une des choses les plus décevantes pour l'esprit. Une causalité manquante, une causalité complexe, une causalité même disproportionnée sont des défaites pour l'intelligence. Je prends un exemple tout simple. Cette pandémie qui bouleverse nos sociétés, nos économies, qui engendre une crise mondiale, il est décevant de se dire qu'elle vient d'une toute petite mutation génétique sur la protéine de tel ou tel virus saisonnier. C'est décevant parce que nous ne trouvons pas là une cause à la hauteur de l'effet produit. C'est un biais cognitif très bien étudié qu'on appelle le biais de proportionnalité. Nous aimons trouver une proportion, notre esprit aime trouver une proportion entre la cause et l'effet. Se dire que la princesse Lady Di est morte dans un banal accident de voiture, alors même qu'elle était à ce moment-là un problème, tout le monde le sait, pour la famille royale, est une coïncidence improbable. Et notre esprit aime tisser des liens plus solides, des liens plus manifestes, des liens moins contingents entre les événements. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de rendre le monde cohérent. Nous avons besoin de pouvoir raconter ce qui nous arrive, de pouvoir le mettre en récit, notamment dans des épisodes de crise ou de trauma collectif. Méfions-nous donc des soleils factices sur lesquels nous nous jetons dans la précipitation animés par ce désir de comprendre. Méfions-nous de notre méfiance. Méfions-nous même de ce beau thème que vous avez choisi pour cette conférence TEDx, bas les masques. Retirer les masques, c'est le geste essentiel, indispensable de l'esprit critique. Ce que j'ai voulu vous montrer dans cette petite intervention, c'est que ce geste demande du métier. Et que justement, le métier, c'est de ce dont on manque parfois aujourd'hui. Bon nombre de nos phrases commencent ainsi. Je ne suis pas climatologue, mais je pense que. Je ne suis pas médecin, mais je pense que. Étrange phrase où l'aveu premier d'une incompétence et d'une incertitude laisse subitement la place à l'affirmation d'une conviction. Nous avons besoin d'un peu de métier. Et je pense et je crois qu'il y a non seulement un art d'argumenter, un art d'étayer, un art de prouver, mais où il y a aussi un art de douter. Il y a un art d'interroger, de se poser les bonnes questions. Et nous avons besoin pour cela d'un peu de métier. Je ne veux pas dire que le doute est le privilège des experts, des professionnels, des scientifiques, mais je veux dire que nous aurions tort de ne pas nous inspirer de leur expérience, de leur démarche et de leur méthode. Nous aurions tort de penser que nos intuitions sont plus solides que les leurs. Parce que le doute, la méfiance, même s'ils nous donnent ce petit air intelligent, peuvent devenir une nouvelle caverne. Je vous remercie.